Bonjour à tous. Je vais vous présenter les actualités de la transition énergétique et écologique en octobre 2023. C'est un choix d'articles qui sont plutôt en relation avec qui sont dans la continuité des annonces du gouvernement de septembre dernier à propos de la planification écologique. Donc un certain nombre de réactions, de propositions, d'études et d'analyses complémentaires. Donc, c'est l'équivalent de la newsletter du mois d'octobre de Virage Énergie Climat Pays de Loire. Alors, le premier des réactions qui ont été émises après les annonces du mois dernier du gouvernement vient en particulier des collectivités locales. Donc, il y a plusieurs associations de collectivités qui ont remis au gouvernement leur propre PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie. Tout d'abord, les territoires souhaitent hiérarchiser clairement les moyens d'atteindre la neutralité carbone. D'abord la sobriété, puis l'efficacité, et ensuite les énergies renouvelables, les énergies décarbonées. Et vraiment, en dernier recours, les énergies fossiles résiduelles. Ça évoque en fait beaucoup certains des scénarios qu'on a pu prôner dans notre association depuis quelque temps. Ces représentants de collectivités tablent pour 2035 sur une réduction de 30% de la consommation d'énergie et de 45% de part d'énergie renouvelable et de récupération dans la consommation finale brute d'énergie. Contrairement aux voies privilégiées par le gouvernement, leur scénario met l'accent sur la chaleur et la biomasse, plutôt qu'il se méfie un peu d'un recours excessif et donc qu'il trouve risqué sur le plan économique et écologique à l'électrification des usages dans le bâtiment et la mobilité. Donc, il souhaiterait le lancement d'une réflexion globale sur la répartition des usages énergétiques dans le temps, aux échelles nationales et locales. Et les territoires demandent également des financements fléchés et prévisibles pour mener la transition énergétique à leur niveau. C'est donc une approche un peu différente, enfin complémentaire de celle du gouvernement. Et ils insistent beaucoup sur la nécessité du financement, un financement massif pour la réalisation des investissements nécessaires. Euh, En effet, les besoins d'investissement annuels par rapport au montant actuel sont estimés à 67 milliards d'euros par an, donc 25 à 34, qui devront être financés par les acteurs publics, État et collectivités. Donc, ce sont des investissements assez énormes. Donc, pour parvenir à ces fins, à ces financements, il est prôné plusieurs choses. Une loi de programmation pluriannuelle du financement de la transition. Alors là, c'est quelque chose qui est plus ou moins en train d'être évoqué par le gouvernement. Donc, il y a des réflexions en cours au sein du SGPE à ce niveau-là. Ensuite, il prône l'affectation d'une part de la fiscalité énergétique aux collectivités à hauteur de 15 euros par habitant pour les intercommunes et les groupements, et 7 euros par habitant pour les régions. Et ceci permettrait de financer de l'ingénierie territoriale, c'est-à-dire de recruter du monde, en fait, pour encadrer sur le terrain la transition. Donc, entre 25 et 30 000 ETP, emploi à temps plein. Donc, c'est quand même assez massif. Ensuite, ils sont évoqués la mise en place d'un amortisseur socio-environnemental du prix des énergies fossiles, donc pour garantir la compétitivité des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles. Et donc avec une affectation au moins partielle des recettes aux régions, aux territoires. Ce mécanisme, en fait, consisterait à définir un prix plancher de l'ordre de 80 euros le mégawattheure pour le gaz, lorsque le prix des énergies fossiles est très bas, et un prix plafond à partir duquel s'applique un bouclier tarifaire.
Ensuite, on demande la mise en place d'une comptabilisation spécifique de la dette liée aux investissements des collectivités. Alors ça, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où il est bien spécifié que les investissements liés à la transition, il y en a bon nombre qui n'auront pas une rentabilité suffisante pour intéresser le secteur privé. Et par ailleurs, donc, il y a de fortes chances pour couvrir ces investissements, on ait recours à de la dette. Et donc, étant donné le taux d'endettement de la France actuellement, c'est un peu délicat. Et donc, il y a des gens qui prônent le fait de comptabiliser ces investissements, les emprunts liés à ces investissements de la transition à part pour ne pas avoir de difficultés au niveau du taux d'endettement au sens maastrichtien du terme, au niveau de l'Europe. Alors ensuite, il y a la mesure qui rapporte le plus d'argent, c'est la fin de toutes les aides publiques, de tous les avantages fiscaux en faveur des énergies fossiles. Donc ça devrait rapporter entre 11 à 19 milliards d'euros par an, avec bien sûr pas mal de difficultés politiques liées à toutes ces niches fiscales. Il est bien connu que dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie. Un soutien aux dépenses de fonctionnement des collectivités, en fin de compte, prioritairement celles consacrées à la réduction des consommations d'énergie, sobriété et mutualisation. Voilà. Alors tout ceci nécessite des changements d'organisation et techniques importants et indispensables. Il faut développer des moyens d'action des collectivités locales. Euh, donc, dans les dispositifs, renforcer le rôle des collectivités dans les dispositifs de soutien aux installations de production d'énergie renouvelable, avec la territorialisation des objectifs de la PPE, puisque actuellement la PPE est à un niveau national et donc il y a la strate, je dirais, régionale qui est représentée par les SRADET, mais il n'y avait pas jusqu'à présent de mise en cohérence de ces objectifs régionaux et nationaux. Ça devrait être envisagé avec en particulier la mise en place des COP régionales. Donc, c'est encore très flou, hein, c'est une mesure prônée par le gouvernement, mais on manque encore pas mal de détails là-dessus. La généralisation du développement des énergies renouvelables dans tous les territoires, avec des systèmes de bonification au profit des collectivités permanentes et la facilitation de la participation des collectivités et citoyens au projet de l'ENR. Donc là, effectivement, il y a un accent mis sur la participation directe des territoires et des citoyens à la transition énergétique, ce qui est quelque chose d'important en termes d'acceptabilité des projets, euh, pour l'éolien, pour la méthanisation, etc. Euh, Systématiser une formation aux enjeux énergétiques et climatiques à la prise de poste de tous les élus et directeurs généraux de services, et faciliter la réalisation de contrats d'achat direct d'énergie, donc c'est les PPA, là, les Purchase Agreement, entre acteurs publics territoriaux. Donc c'est un ensemble de mesures dont certaines trouvent l'écho dans ce que propose le gouvernement, mais d'autres sont tout à fait originales. Par ailleurs, il y a le réseau Action Climat qui a réagi aux annonces de planification écologique du mois dernier. Et dans cette réaction, on trouve bien entendu une invocation à la sobriété. La sobriété étant le levier indispensable de la transition écologique et qui doit aller bien plus loin que la sobriété mesurée appelée par le président. C'est bon, enfin, on le sait bien que la sobriété est le moyen le plus rapide économique pour réduire notre impact sur l'environnement. Évidemment, en s'adressant en priorité à celles et ceux qui consomment le plus,
On reviendra sur ce point d'ailleurs un peu plus loin dans la présentation. Donc, soit de l'énergie ou des biens de consommation. Donc, les préconisations du réseau Action Climat pour la mise en œuvre d'une planification écologique, euh, il y a 5 piliers essentiels. Donc, par exemple, donc pour la sobriété, la mesure phare proposée, c'est orienter l'offre et la production automobile vers des petits véhicules électriques accessibles et produits en France. En effet, actuellement, les aides ont tendance à privilégier des véhicules lourds, enfin, sinon à privilégier, du moins à ne pas pénaliser l'achat de véhicules lourds et véhicules lourds électriques comme les SUV. Finalement, leur bilan écologique est à peu près comparable à celle d'une voiture thermique. Donc là, il faut vraiment réorienter l'offre vers des véhicules beaucoup plus sobres. Ensuite, œuvrer à la justice sociale et à l'accessibilité des pratiques écologiques. Donc les ménages à bas revenus doivent pouvoir bénéficier des alternatives, que ce soit pour l'énergie, la mobilité ou l'accès à une alimentation saine. On reviendra sur ce point dans une étude qui a été menée spécifiquement par le I4CE sur l'accessibilité des populations à la mobilité et à la rénovation des bâtiments. Ensuite, donc, ce que propose plus particulièrement le RAC là-dessus, c'est l'augmentation du chèque énergie et la mise en place d'un zéro reste à charge pour la rénovation des logements des plus modestes. Là-dessus, on reviendra également. Alors, un financement juste et équitable avec le principe de pollueur-payeur. Alors que le virage écologique qui se dessine nécessite des investissements massifs, il est urgent de taxer les investissements dans les entreprises polluantes et climaticides et d'en finir avec les cadeaux fiscaux aux activités contribuant au dérèglement climatique. Donc là, je dirais qu'on a évoqué précédemment avec la PPE des territoires le fait de supprimer toutes les subventions aux énergies fossiles. Et là, pour le RAC, il met l'accent sur le fait de mettre fin aux exemptions de taxes sur l'aviation. Et donc, de façon à ce qu'il n'y ait plus de concurrence déloyale entre l'avion et le train. La rupture avec des systèmes de production intensifs, avec le cas, bien évidemment, évident du secteur agricole. Donc, secteur agricole, deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, qui doit engager une mutation résolue vers l'agroécologie. Ça, c'est donc, je dirais, quelque chose que l'on prône depuis bien des années avec nos relations avec Solagro et le scénario After 2050. Dans les mesures phares prônées par le RAC, il y a l'adoption plus particulièrement d'un programme de transition vers un élevage durable. Et enfin, le RAC propose une planification des financements publics pluriannuels. Donc là, on en a déjà parlé. Je dirais que c'est une réflexion qui commence à être vraiment engagée au niveau du gouvernement. Alors, on a parlé d'accessibilité des ménages qui leur permettrait donc de pouvoir gérer leur propre transition. Eh bien, il y a une étude du Institute for Climate Economics, excusez-moi pour l'accent, qui porte là-dessus. Donc la question de l'accès à la transition pour tous les ménages, en particulier pour les ménages modestes et classes moyennes. C'est une question qui est devenue centrale dans le débat public français. Cette prise de conscience fait notamment suite à l'épisode des Gilets jaunes, hein, dont on se souvient. Attendre des ménages qu'ils agissent en faveur de la transition, sinon pas accès aux solutions. Voiture électrique, transport en commun, isolation, changement de chauffage. Tout ceci génère un rejet des politiques de transition et nous conduit collectivement dans l'impasse.
Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? La transition est-elle accessible à tous les ménages? Donc, le think tank I4CE a produit une étude sur l'accessibilité économique des solutions qui nécessitent un investissement de la part des ménages, donc pour le logement et pour la mobilité. Plus concrètement, pour la rénovation performante du logement et l'acquisition d'un véhicule électrique et d'une borne de recharge. Les deux principales questions qui étaient posées dans cette étude, c'était comment les aides pour la rénovation et la mobilité ont évolué depuis leur mise en place, en termes de montant et de ciblage. Et par ailleurs, une question essentielle, ces aides sont-elles suffisantes pour rendre les investissements bas carbone accessibles à tous les ménages? Alors, les ménages, en particulier les plus modestes et une partie des classes moyennes, sont de plus en plus aidés pour investir. Il faut reconnaître ça. Depuis 2005, les programmes d'aide pour accompagner les ménages dans la rénovation du logement et l'achat d'un véhicule électrique se sont multipliés et les montants individuels des aides ont augmenté de façon tout à fait significative. Ainsi, si on fait une rénovation et un achat d'une voiture électrique, hein, un package des deux, le montant maximum d'aide qu'un ménage pourrait obtenir est passé de 20 000 euros en 2005 à 50 000 euros. Les aides représenteraient environ 25% pour les ménages aisés et 60% pour les ménages modestes du montant de l'investissement. Donc, c'est ce que montre ce graphique. Vous avez ici donc l'investissement nécessaire moyen pour acheter une voiture électrique neuve et investir dans la rénovation, hein. Donc, on compte environ 70 000 euros pour faire une réservation globale performante. Et donc ensuite, quasiment 35 000, 40 000 euros pour acheter une voiture électrique neuve. Pour les comment dire, pour les ménages modestes, on peut atteindre donc effectivement jusqu'à 50 000 euros de subvention. Pour les ménages aisés, beaucoup moins, ce qui paraît normal. Donc ça, c'est une évolution intéressante, mais les conditions économiques ne sont malgré tout pas encore réunies pour que tous les ménages puissent investir. En effet, si les aides ont beaucoup augmenté, ça ne garantit pas qu'elles rendent les investissements bas carbone accessibles économiquement aux ménages. Par exemple, pour la rénovation performante du logement, malgré l'augmentation des aides observées ces dernières années, le reste à charge des ménages, c'est-à-dire l'investissement moins les aides, que les ménages financent donc par apport personnel ou en faisant après, en contractant après, il reste encore quelques dizaines de milliers d'euros et c'est souvent plus d'un an de revenu pour les classes moyennes et ça peut aller jusqu'à 10 ans ou plus pour les ménages les plus modestes. Autrement dit, ça les met complètement hors de portée des ménages les plus modestes. Euh, donc là, sur ce graphique, il y a donc des déciles, différents déciles de ménages. Ici, ce sont les ménages les plus pauvres jusqu'aux ménages les plus riches. Et là, c'est le temps de retour, enfin, suivant différentes situations de rénovation, le temps en années de ressources nécessaires pour combler le reste à charge. Et donc, vous voyez que euh, pour les ménages modestes, c'est au minimum 4 ans et ça peut aller jusqu'à 14 ans. Alors, l'éco-PTZ, dont le plafond a été rehaussé à 50 000 euros pour l'innovation performante, c'est effectivement une solution de financement pour couvrir le reste à charge. Mais bon, obtenir un éco-PTZ, c'est pas toujours facile. Et le taux d'endettement induit pour les ménages modestes peut être rédhibitoire. Euh, alors, toujours au niveau des conditions économiques, en ce qui concerne la mobilité,
L'achat d'un véhicule électrique neuf pose un problème de trésorerie pour les ménages modestes et classes moyennes. En fonction des modèles, le reste à charge pour l'achat d'une voiture neuve et l'installation d'une borne de recharge euh, varie entre environ 10 000 et 40 000 euros. Et donc, pour une citadine normale, standard, il est compris entre 26 000 et 28 000 euros pour les ménages des classes moyennes, ce qui représente entre 65 000 et 65% et 130% de leur revenu manuel. Donc, des solutions de financement de reste à charge existent avec les prêts ou des offres de leasing, mais là encore, ça représente une charge financière importante pour les ménages. Et pour le modèle de citadine standard étudié, les économies d'énergie réalisées ne permettent pas de couvrir les loyers du leasing. La proposition de leasing social pourrait être une solution intéressante pour les ménages modestes et des classes moyennes en fonction des conditions de mise en œuvre de ce leasing social qui a été annoncé en septembre. Mais ces conditions sont encore inconnues à l'heure actuelle. On a très peu de détails là-dessus. En conclusion, enfin donc là vous voyez sur ce graphique des surcoûts à l'achat par rapport à l'investissement d'une citadine thermique standard, d'une citadine électrique standard neuve, et donc le reste à charge, par exemple pour les ménages des plus bas déciles, de l'ordre de 2666 euros. Et ce reste à charge est certes inférieur, largement inférieur aux ménages les plus riches, à celui des ménages qui atteint 10 000, mais bien sûr, les ménages les plus aisés ont beaucoup plus de moyens pour couvrir ce reste à charge. Donc, en conclusion, au-delà des aides d'investissement, rendre la transition accessible à tous les ménages nécessitera de lever d'autres freins. L'enjeu est de réussir à financer le reste à charge de l'investissement qui se compte en années de revenus. Les solutions de financement jolies sur la table ne suffisent pas à rendre ces investissements accessibles pour les classes moyennes et les classes modestes, surtout à cause du problème du taux d'endettement des ménages. Une augmentation des aides publiques pour les ménages modestes et classes moyennes paraît donc nécessaire pour rendre accessible la transition, en parallèle d'un renforcement d'autres solutions de financement comme les prêts aidés à taux zéro ou la proposition de leasing social. Alors, donc on est toujours dans la recherche de sous hein, pour financer la transition. Et donc, le Conseil national de la productivité propose une approche assez originale dans son dernier rapport. Je ne savais pas qu'il existait un Conseil national de la productivité d'ailleurs, mais donc ça fait partie d'une partie de son bilan des crises, donc le quatrième rapport de l'année. Donc, est-ce que, donc, en dehors, enfin, il y a énormément de dispositifs qui sont prônés actuellement à l'échelle européenne ou nationale, la taxe carbone aux frontières, la réforme du marché des quotas carbone, verdissement des réglementations, l'interdiction de certains produits polluants comme les voitures thermiques à l'horizon 2035, etc. Mais faudrait-il pas en plus davantage impliquer le consommateur? C'est donc la piste qui est suivie par le CNP, qui analyse l'impact sur la productivité et la compétitivité de l'action pour le climat. Alors, bon, enfin, la première partie de la démonstration, c'est plutôt mitigé dans la mesure où on dit et ça rejoint un peu les conclusions du rapport Pisani-Mahfouz de juin dernier. Il est fort probable que la profitabilité des entreprises françaises et européennes et leur compétitivité seront dégradées dans une première phase. À plus long terme, donc les investissements pourraient dynamiser les entreprises, à condition cependant que la base productive ne soit pas trop dégradée pendant la première phase de cette de perte de compétitivité. Alors pour éviter cette impasse, le rapport donc passe en revue
l'arsenal des politiques publiques lancées, de la subvention particulièrement prisée aux USA avec l'IRA, le programme de Joe Biden, et la taxe carbone aux frontières voulue par l'Union européenne. Mais le rapport explore une autre solution, pas encore impliquée, la contribution carbone sur les produits de grande consommation finale. Cela permettrait de taxer les émissions de l'ensemble de la chaîne de production sans pénaliser les productions locales, puisque les biens et services importés y seraient soumis. Pour ne pas pénaliser le pouvoir d'achat, puisque là, il y aurait sans doute un côté inflationniste dans ce type de mesure, les auteurs préconisent une baisse des prélèvements obligatoires en parallèle à cette contribution, sous la forme, par exemple, d'une baisse des cotisations salariales. Donc ça, je dirais que c'est des mesures qui peuvent, assez radicales, qui pourraient générer une bonne part du financement de la transition, des investissements nécessaires à la transition, sans trop dégrader la compétitivité française. Alors, enfin, une question qu'on peut se poser par ailleurs, c'est est-ce que la population est prête à s'engager dans la transition? Et il y a un sondage IFOP qui est paru sur l'acceptabilité sociale des transitions, qui est assez encourageante, dans la mesure où il apparaît qu'une immense majorité des Français estiment que le changement climatique aura un impact sur leur vie dans la décennie à venir. Et finalement, ils se montrent relativement favorables à des sacrifices comme les restrictions d'eau ou les zones à faible émission, même si, bien sûr, il y a sans doute un gouffre entre la position de principe et la réalité. Donc, la nécessité de prioriser l'adaptation au changement climatique est quand même largement partagée. Donc la question c'était, diriez-vous que l'adaptation, notre société, de notre économie, de nos modes de vie au changement climatique doit être une priorité? Eh bien, il y a quand même un total de oui de 85%, qui est quand même tout à fait significatif. De même sur est-ce que vous attendez à des conséquences directes sur votre vie par le changement climatique dans les 10 prochaines années, il y en a 82% qui sont conscients de cette vérité. Et enfin, là, c'est quelque chose qui peut faire réfléchir les politiques. Les propositions en matière de transition écologique devraient peser pour les prochaines élections, et ce, dans tous les types de territoires. Donc, la question portait, est-ce que les propositions des différents candidats en matière de transition et de lutte contre le changement climatique seront déterminantes pour votre vote? Et eh bien, il y a quand même en tout les 2/3 des répondants qui disent que ça sera important pour leurs décisions. Donc, c'est des résultats qui montrent quand même une certaine conscientisation de la population face à la nécessité de s'adapter. Alors, il y a eu certainement une part de la population qui sera amenée à remettre plus profondément en cause son mode de vie. C'est des catégories sociales CSP+, avec des forts revenus, dans la mesure où il est avéré que l'empreinte carbone dépend fortement de la catégorie sociale. Il y a donc l'empreinte carbone, c'est entre 7 et 9 tonnes de CO2. Suivant les sources, hein, ça diffère un peu. Donc le niveau d'émission annuelle moyen d'un Français. Ça intègre l'ensemble des biens et des services utilisés et qu'ils soient fabriqués en France ou importés. L'empreinte. Et donc ne citez pas, c'est le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique et l'Association pour la transition bas carbone
ABC ont cherché à savoir quels étaient les postes de consommation principaux et quels étaient l'impact des différences de revenus et de lieux de résidence sur cette empreinte carbone. Donc, il y a eu une grande enquête qui a été réalisée avec un sondage sur un échantillon représentatif de la population. Et il s'avère que la principale variable qui explique l'empreinte carbone moyenne, c'est le revenu, le niveau de vie. Les personnes qui bénéficient d'un revenu supérieur à 6 500 euros par mois, eh bien leur empreinte carbone avoisine les 12 tonnes par an, contre 7 tonnes pour les ménages qui touchent 750 euros par mois, et 8,5 pour la classe moyenne, entre ceux qui oscillent entre 3 500 et 5 000 euros par mois. Les catégories cadres sup et artisans, commerçants, chefs d'entreprise sont les plus émissives, alors que les plus sobres sont les étudiants et les ouvriers. Alors, à l'intérieur de ces empreintes, le poste d'émission transport prend de toute façon le pas sur tous les autres, mais il s'avère bien plus lourd pour les ménages aisés, en raison bien sûr d'un usage plus important de l'avion et de la voiture. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la taxation égalitaire et redistributive de l'aérien, enfin des transports aériens, impacterait essentiellement cette catégorie fortement consommatrice de vol. Voilà. Donc, pour terminer ce tour d'horizon, il y a eu une série d'articles qui sont parus en particulier dans Le Monde et dans certains autres, hein, sur la notion de bombe carbone. Alors, les bombes carbone, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut rappeler que le GIEC et l'AIE, enfin, l'Agence internationale de l'énergie, ont souvent rappelé que tout nouveau projet fossile rend impossible de limiter le réchauffement climatique global à 1,5 degré. Et donc, avec une sortie programmée de l'accord de Paris. Or, les bombes carbone, c'est un projet pétrolier ou gazier qui entraînerait au moins 1 milliard de tonnes d'émissions de CO2 pendant la durée de vie de l'investissement, donc pendant quelques dizaines d'années. Alors, c'est des projets qui peuvent être en cours d'exploitation déjà, ou des projets à venir. Il y a environ 425 bombes carbone réparties sur l'ensemble de la planète. Et ces bombes carbone, en fait, c'est des investissements pour la production de charbon, de pétrole, enfin donc ça c'est, je dirais, ça c'est la production actuelle, donc les bombes carbone en activité. Et là, en moins foncé, c'est les bombes carbone, euh, les bombes carbone à venir, enfin potentielles, des projets. Alors ceci à comparer, donc là on atteint quasiment 1200 gigatonnes de CO2, et ceci à comparer avec le budget carbone qui est autorisé, théoriquement autorisé par l'accord de Paris pour respecter les 1,5 degrés de... Et donc, on voit là tout de suite que c'est pas possible, quoi. Il va falloir faire quelque chose. Et euh, sur le site carbonbombs.org, comme dont vous avez référence ici, on a la possibilité de sélectionner entreprise par entreprise pour voir la responsabilité de chaque entreprise dans la sortie de l'accord de Paris. Et chez nous, il y a ce magnifique exemple de Total Energy avec qui s'octroie quand même le score de 17 bombes carbone,
c'est tout à fait honnête, 43,6 gigatonnes de CO2 et avec des financements tout à fait importants. Dans ce site, on a également donc le top 10 des entreprises impliquées dans ces bombes carbone. Donc là, nous avons notre total national. Et puis le top 10 des banques qui financent les compagnies impliquées dans ces bombes carbone. Donc bah, voilà, on trouve en particulier deux banques françaises, BNP Paribas et Crédit Agricole. Donc je dirais que c'est sans doute un combat extrêmement important. Euh, Si on laisse faire, je dirais, ces entreprises développer tranquillement leur projet de bombe carbone, ça ruine en fait une bonne partie des efforts qu'on peut faire, tout ce qu'on a décrit auparavant, là, enfin, la planification écologique, etc. Ça peut être remis en cause par ces investissements climaticides. Et donc, c'est vraiment un point sur lequel l'activisme disons, la lutte peut avoir un gros impact. Alors, pour clore ces nouvelles d'octobre, euh, je conclus par un petit commentaire sur un essai qui est publié très récemment, donc par Antoine Bueno. Alors, le titre est un peu provocateur, hein. Faut-il une dictature verte? Avec le sous-titre quand même qui compense la démocratie au secours de la planète. Donc, faut-il une dictature verte? Non, enfin, ça c'est sûr, euh, enfin, un des aspects intéressants du bouquin, c'est il se pose la question, la transition écologique, est-ce qu'il faut l'aimer pour l'appliquer? En effet, bon, écologie punitive, écologie pas sexy, écologie repoussoire. Depuis quelques années, tout le monde nous fredonne cette petite musique. La transition écologique ne pourra s'imposer dans les esprits tant qu'elle sera perçue comme une potion amère, un médicament désagréable à avaler. Pour triompher, il devrait plutôt fédérer les enthousiasmes, susciter des vocations, bref, donner envie. Bon, alors il faut bien dire qu'à l'appui de ce raisonnement, il y a un fait qui est difficilement contestable, c'est qu'en démocratie, celui qui remporte les suffrages est celui qui parvient à séduire, à convaincre, à donner, et donc à donner envie. Donc on peut supposer que tant que l'écologie ressemblera à une punition, fut-elle jugée nécessaire, restera aux portes du pouvoir. Mais donc dans l'essai d'Antoine Bueno, on, comment dire, il pose une question d'apparence simple, mais est-ce que c'est si grave que ça, que la transition ne soit pas désirable? Euh, Nous faisons aussi souvent des choses parce qu'on le doit, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il le faut. Payer des impôts, respecter 50 km en ville, construire des prisons, confiner les gens en cas de pandémie. La société s'embarque dans bien des chantiers rébarbatifs parce qu'elles sont nécessaires à son fonctionnement, voire à sa survie. Et la transition écologique en est un. Euh, la transition n'aurait donc pas à être désirée, elle doit être acceptée. Euh, donc, ce que propose Antoine Bueno, c'est en fait de peut-être de bypass, enfin, sans bypasser le côté électoral, enfin donc la démocratie représentative, muscler beaucoup plus la démocratie directe. Donc, c'est une formule qui est inspirée de la Convention citoyenne pour le climat, bon, dont les conclusions n'ont pas été franchement respectées par le gouvernement, mais c'est, je dirais, ce type d'outil qui, s'il est bien utilisé et s'il est vraiment pris en sérieux,
peut donner beaucoup de résultats. Donc, pour Antoine Buénaud, les citoyens ordinaires qui ont été conviés à la Convention citoyenne pour le climat ont été extraits de leur situation personnelle, ils ont été commis à prendre de la hauteur, rendre compte face à l'humanité. En un mot, ils ont été responsabilisés. Alors que euh, bien souvent, par bien des côtés, la démocratie électorale a tendance à nous infantiliser ou à nous fixer sur des questions peut-être secondaires, comme par exemple qui devra être le candidat à la présidentielle. Donc, les membres de la CCC n'ont pas cherché à être sexy, à vendre du rêve. Ils ont compris que la situation était grave et qu'il imposait des réformes à sa hauteur. C'est précisément sur cette responsabilité de gens tirés au sort que l'auteur appuie sa démocratie directe. Donc, en fait, il faudrait avoir des CCC permanentes, y compris au niveau local, et euh, avoir une société beaucoup plus responsabilité et ce qui c'est tout à fait à l'opposé de l'autoritarisme ou de la, de la dictature verte. Ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, merci pour votre attention. Au revoir.